In welcoming Her Excellency Mia Amor Motley. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence Mia Amor Motley, Premier ministre, ministre de la Sécurité nationale et des Services publics, ministre des Finances, des Affaires économiques et des Investissements à la Barbade. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Je vous félicite tout d'abord pour votre élection. Mesdames et Messieurs les membres de cette Assemblée, j'aimerais tout d'abord saluer l'engagement en ces temps difficiles de notre secrétaire général Antonio Guterres et de la vice-secrétaire générale Amina Mohamed. Cette année, nous sommes à nouveau rassemblés et nos batailles se poursuivent. Ce que nous avons vu l'année dernière et cette année, la guerre en Ukraine et les retombées pour les simples citoyens à travers le monde en raison de l'inflation, de la pénurie de marchandises et de matières premières, en raison simplement des difficultés immenses. L'accès à l'alimentation, malheureusement, constitue les circonstances dans lesquelles nous devons vivre. J'aurais pu espérer des améliorations, mais je sais maintenant que nous devons reconnaître les appels que j'entendais quand j'étais moi-même étudiante, alors que l'on appelait à lutter contre la famine en Afrique. Aujourd'hui, on nous demande d'en faire de même. Et peut-être, comme Jimmy Cliff le disait, nous devons continuer de lutter, mais nous devons véritablement faire montre de volonté. Il est facile de se plaindre du haut de cette tribune, mais la vérité est que nous avons la possibilité de changer la donne. Nous devons décider si nous voulons défendre la paix, l'amour, si nous voulons défendre et garantir la prospérité, tout en sachant que nous faisons ce choix dans les circonstances les plus difficiles possibles depuis bien longtemps. Selon moi, c'est possible. Mais c'est à nous de faire de ces possibilités des réalités. Qu'entends-je par là? Monsieur le Président, voilà longtemps que nous parlons de la réforme de cette institution. Voilà longtemps que nous disons que cette institution a été créée alors qu'il n'existait qu'un quart des États que nous connaissons aujourd'hui. Plus tôt cette semaine, le président Biden a évoqué la nécessité de réformer le Conseil de sécurité. Nous souscrivons à cette intervention et nous nous en faisons l'écho, mais nous allons plus loin. Nous estimons que le Conseil de sécurité, conservant le droit de veto pour une poignée de privilégiés, nous contraindra à encore faire face au fléau de la guerre comme nous le voyons aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons à la suppression du droit de veto. Nous estimons également que le G7 et les G20, reconnus comme organes subsidiaires directeurs de notre monde, doivent comprendre qu'il ne suffit pas d'appeler d'année en année à l'intégration des petits pays et des pays de l'hémisphère sud, en continuant d'exclure près d'1 milliard de la population mondiale, tout en étant convaincus de faire montre de transparence et de représentativité. Nous appelons ces pays qui, si nous voulons véritablement passer de l'opportunité à la réalité, doivent changer. Nous devons prendre conscience de cette population qui perd sa foi en nos institutions. Nous devons redonner son sens à l'équité,
à la justice. Nous ne pouvons pas simplement parler de la démocratie. La démocratie doit également transparaître et prévaloir dans la communauté internationale. Aujourd'hui, j'aimerais dire que cette justice, cette équité, cette cohésion constitue ce dont nous avons besoin pour garantir la paix, la prospérité et l'amour dans le monde. Ce n'est pas du simple romantisme, ce sont des réalités difficiles qui nécessitent des décisions difficiles. Rappelez-vous cette chanson « We are the world ». L'heure est à répondre aux appels que nous entendons à l'unisson. Le monde doit être uni dans l'action. Oui, trop de citoyens meurent en raison de la crise économique, en raison de conflits. Et nous devons concrétiser nos volontés en prenant des décisions de réforme, en prenant des décisions en faveur de la paix, en faveur de résolution des conflits. Nous devons lutter pour la réforme, pour que nos peuples ne soient plus victimes de la pauvreté, de la crise climatique ou de la pandémie, ou que notre population ne soit pas victime de cette inflation qui contraint certains à prendre les choses en main, comme nous l'avons vu malheureusement en Haïti. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir les prix du carburant augmenter de 150%, suscitant la colère et la consternation de la population. Et lorsqu'il s'agit de situations dans des pays qui luttent depuis près de 200 ans pour la stabilité, après avoir été victimes de l'exploitation, nous devons nous demander ce qu'a fait le monde pour la population d'Haïti. Nous devons également faire montre de transparence pour ce qui est de la levée du blocus contre la population de Cuba. Voilà 30 ans que notre résolution appelle à la levée de ce blocus en vigueur depuis 60 ans. Et je le dis simplement à la population des États-Unis d'Amérique, renoncez à cette politique court-termiste. Certes, il existe des problèmes, mais rien ne saurait justifier ces difficultés que subit cette population en raison de différences idéologiques. Comme nous avons pu le faire pour d'autres pays, agissons sans imposer des sanctions, agissons dans la transparence et la justice. C'est ce que la justice mérite. Il est possible de changer la donne sans imposer des fardeaux fiscaux intenables à la population du monde. L'année dernière, je l'ai dit, nous vivons dans un monde où les disparités de revenus sont bien trop importantes. Nous vivons dans un monde où certains bénéficient des crises de façon disproportionnée et honteuse. Nous devons donc nous demander si l'heure n'est pas à l'examen des institutions de Bretton Woods qui ne servent plus les intérêts du XXIe siècle qu'elles servaient au XXe siècle. Ces institutions qui, à l'époque, ne répondaient qu'aux besoins d'un quart des États membres d'aujourd'hui qui ont été à l'origine de la fondation des Nations Unies. N'est-il pas temps d'agir de façon collective et d'exiger cela auprès des responsables de ces institutions financières? La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, c'est l'essence même de la Banque mondiale. Et si l'on la qualifiait de cette façon, l'on se rappellerait quels sont les objectifs de reconstruction et de développement qui doivent être aux normes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il convient donc d'éradiquer la pauvreté. C'est un objectif noble, mais
qu'il convient également de garantir la protection du bien commun, du bien public. Nous tous ici présents avons souffert de dirigeants faibles, incapables d'être à la hauteur des besoins en matière de santé publique. Nous tous ici présents, nous savons ce que signifie d'être victime de la crise climatique. Il y a quelques années, on parlait seulement des petits États en développement qui étaient les premiers touchés. Nous étions les Canaries dans la mine de charbon. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés en cet été brûlant, qu'il s'agisse des incendies en Californie, des vagues de chaleur à la côte Est et en Europe, qu'il s'agisse des inondations en Chine ou encore des inondations apocalyptiques du Pakistan, avec qui nous sommes profondément solidaires. Nous ne pouvons plus nous permettre de continuer de la sorte, et toute tentative de réfuter la nature humaine de la crise climatique, c'est en fait refuser à reconnaître que nous sommes complices, responsables de morts et de dégradation. Nos populations méritent mieux. Aujourd'hui, nous estimons que le groupe de la Banque mondiale ne répond plus au bien commun. Je le dirai demain, mais je le dis aujourd'hui. Les entreprises multinationales contribuent maintenant au risque et bénéficient des efforts que nous déployons pour le bien commun. Un seul pourcentage de leurs recettes pourrait répondre aux besoins de nos pays, qu'il s'agisse des questions climatiques, de la stabilité, de la résilience, de l'adaptation, qu'il s'agisse de la protection de la biodiversité sur terre et en mer, qu'il s'agisse de la protection de la santé publique face à la prochaine pandémie. Cette pandémie silencieuse des résistances aux antibiotiques dont nous n'osons à peine parler, qu'il s'agisse encore de l'éducation, parce qu'être privé d'éducation revient à être condamné à une peine de prison à vie dès le plus jeune âge, qu'il s'agisse encore du droit à la connaissance et à la prospérité, l'accès à la large bande. Je l'ai dit au Congrès la semaine dernière, croyez-le ou non, le droit à un compte en banque, c'est aussi la question, parce que certains et certaines populations sont privées d'accès au compte en banque et ces nations sont traitées comme des parias sur les marchés internationaux. L'octroi de ces fonds pour le bien commun sera essentiel si nous voulons changer la donne, garantir la paix, l'amour et la prospérité dont j'ai parlé plus tôt. J'aimerais saluer le FMI pour les mécanismes de financement rapides fournis pendant la pandémie, mais aussi pour le fonds de la résilience qui va être lancé bientôt. C'est la première fois que l'on reconnaît que les pays à revenus intermédiaires doivent avoir accès à des financements, peu importe leurs revenus par habitant, alors qu'ils sont malgré tout dépendants des questions climatiques. À ceux qui ont recommandé à la Banque mondiale du développement et de la reconstruction de fournir des assistances aux pays avant qu'ils soient victimes de catastrophes, a permis, je leur dis que cela a permis de faire des économies et de sauver des vies. Nous voulons sauver des vies et non pas investir dans les pompes funèbres. La résilience et la durabilité et le fonds connexe devra être suffisamment financé pour porter ses fruits. Je sais que plus de pays devront y contribuer
plus de pays devront accepter que leurs droits de tirage spéciaux y soient utilisés, tout comme nous demandons que ces droits de tirage spéciaux soient utilisés pour permettre aux banques multilatérales de développement d'augmenter les fonds rendus disponibles aux pays, notamment alors que nous sommes au bord d'une crise de la dette. Près de 45 pays font face à des difficultés majeures en raison de politiques monétaires mises en place pour lutter contre ce cancer violent qu'est l'inflation. J'aimerais remercier les pays qui se sont unis pour garantir le financement des objectifs du développement durable. Encore une fois, il s'agit du bien commun. Parce qu'en fait, il s'agit du droit au développement, du droit de chaque individu à vivre une vie décente. Il s'agit de ne plus perdre de vie face aux conflits, à la pandémie ou au changement climatique. Il s'agit de nous rappeler notre devoir. Nous devons parvenir à un pacte international. Le financement pour le développement ne peut pas être un financement à court terme. Ce financement doit être un financement sur une période de près de 30 ans. On l'a reconnu lorsque l'on a permis à la Grande-Bretagne de se refinancer après la Première Guerre mondiale, alors que ces prêts ont été remboursés il y a 8 ans seulement. Nous devons être conscients des retombées cataclysmiques de la guerre. Nous devons pouvoir permettre la reconstruction, mais comment financer la reconstruction alors que nous remboursons notre dette? Aujourd'hui, nous payons la dette de la Covid, nous payons la dette climatique et nous payons la dette pour traverser cette période difficile de la crise de l'inflation et de l'incertitude des chaînes d'approvisionnement. Voilà pourquoi le monde en développement doit trouver des financements maintenant sur 7 ou 10 ans, alors que d'autres ont pu bénéficier de délais bien plus longs. Finally, to deal with the issue. Et pour terminer, je voudrais très rapidement évoquer notre question. Toutes ces questions ne sont pas l'objet de vagues réflexions de notre part. Nous avons rassemblé de très nombreux représentants de la société civile et des universitaires début juillet. Et nous avons établi le programme de Bridgetown. Nous pensons que c'est un programme en faveur de la paix, un programme en faveur de la prospérité, un programme de Bridgetown inspiré par l'amour pour l'humanité. Et c'est ce programme qui se fonde sur l'idée de refondre l'architecture de Bretton Woods. Et nous demandons un ralliement autour de cette idée. En effet, nous pensons qu'à moins que nous n'assumions nos propres responsabilités, nos responsabilités pour nous-mêmes, à moins que nous parlions au monde, rien ne changera. La question du climat va marquer les prochaines années notre réunion en Égypte. Et n'oublions pas ce qui doit être fait pour lutter contre les grands problèmes de notre temps. Le monde en développement, notamment les petits États insulaires en développement, se sont réunis à Paris et sont tombés d'accord sur un pacte mondial. Un des volets fondamentaux était la promesse concernant les pertes et les dommages. Aujourd'hui, les habitants de Guadeloupe, de Porto Rico, les Turcs et Caïques, il y a peu de temps, sans oublier les Bermudes, voilà, les habitants qui se heurtent aux difficultés causées par l'ouragan Fiona. Aujourd'hui, j'ai appris que notre propre approvisionnement en gaz dans mon pays était en difficulté. J'imagine que ce sera la même chose dans d'autres régions du monde, étant donné que les installations ont
sont touchés. Et l'accès au gaz est déjà mis à mal par la guerre en Ukraine et par la décision prise par la Russie de cesser d'approvisionner l'Europe. Lorsque nous sommes à la hauteur, lorsque nous voyons et constatons que nous n'avons pas essayé de tout planifier pour honorer nos engagements et réduire à zéro et réduire nos émissions de carbone, lorsque nous faisons ce constat, nous nous rendons compte que nous ne devons pas nous tromper maintenant, que nous devons vraiment agir. Notre petit État souscrit les engagements que le monde veut entendre, mais lorsque ces engagements se heurtent à l'incapacité de fabriquer des voitures électriques, à fabriquer ou à avoir les batteries nécessaires pour avoir une énergie durable, nous savons que nous avons un problème. C'est la raison pour laquelle le gaz naturel a été considéré comme une passerelle vers l'énergie non polluante. Mais lorsque l'accès au gaz naturel lui-même est compromis, comprenez la situation des économies émergentes, des Caraïbes et de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle nous en avons conclu que nous ne pouvons pas abandonner notre accès à nos propres ressources de gaz naturel tant que nous n'avons pas la certitude que nous pouvons subvenir aux besoins de notre population. Et c'est là la réalité d'aujourd'hui. C'est là que le bas blesse. Je vous demande de reconnaître les engagements en ce qui concerne les pertes et dommages et le rôle crucial de ces engagements si nous voulons avancer et si nous voulons sauver le monde. Et nous savons que le monde doit être sauvé. Chers amis, je voudrais remercier le Danemark qui, mardi, s'est engagé à proposer 13 millions de dollars pour le fonds de pertes et dommages. C'est le premier engagement de la part d'un pays de l'Atlantique Nord pour qu'il y ait justice dans ce domaine et pour répondre aux besoins. Et je voudrais vous demander de renouveler les engagements sur les gros dossiers. Mais il faut reconnaître également que si nous ne disons pas la vérité à notre population, si nous n'avons pas de véritables discussions mûres, plutôt que de nous contenter des grands titres, nous allons avoir un écart entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous atteler à la tâche et nous devons avancer et parler des sujets qui fâchent, des sujets difficiles, sans oublier l'intérêt de l'humanité, raison d'être de cette organisation. Et pour reprendre ce qui a déjà été dit, tendons la main à la vie car c'est le plus beau cadeau du monde. Et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse ce changement. C'est notre famille, c'est notre monde, et c'est le moment de faire la différence. Et nombre des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, nombre de ces initiatives n'ont pas besoin d'argent, mais elles ont besoin d'engagement. Elles ont besoin d'une volonté politique. Et avec le pouvoir du crayon, nous pouvons changer et augmenter le capital des banques internationales de développement. Nous pouvons lever les obstacles qui nous empêchent de lutter véritablement contre la pauvreté. Avec ces engagements, nous pouvons faire la différence dans le monde d'aujourd'hui. Et faisons-le en reconnaissant que le monde qui reflète un ordre impérialiste, qui reflète l'hypocrisie et le manque de transparence, ce monde-là ne pourra pas mener à bien cette mission. Nous avons besoin d'un monde reflétant la transparence, la liberté et l'égalité. C'est ce monde-là qui fera vraiment la différence. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Au nom de l'Assemblée générale,